Deuxième quinzaine du mois de mars 2018 et le temps continue son périple. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Socrate disait que le temps reste la plus précieuse des richesses. BB24 vous ouvre les portes du grand rendez-vous de ce lundi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis, toujours là à nous suivre. Nous sommes BB24, la chaîne du développement. Alors, au menu ce soir, l'Afrique subsaharienne et saharienne, le Proche-Orient et l'Asie sont les régions du monde les plus exposées à la sécheresse chronique. La question de l'eau fera objet de plusieurs plateaux cette semaine sur le grand rendez-vous, à commencer déjà par ce soir. Où est-ce que nous en sommes au Bénin dans la distribution de l'eau potable? Quels sont les enjeux et les défis à relever dans ce domaine? Nature et bien-être nous en parlent. De l'eau, il en faut pour une agriculture suffisante. Il faut aussi de la main-d'œuvre et surtout féminine. Les associations de femmes agricoles se mobilisent pour donner un nouveau visage à l'agriculture béninoise. Le monde agricole s'en charge avec Estelle Pazou. L'immatriculation des engins à deux roues fera objet d'un plateau. En un quart d'heure d'échange, vous aurez des éléments sur le processus d'obtention de l'immatriculation des motos au Bénin. Et puis notre expert, il s'appelle Alex Balogun. Il est coach en leadership de développement personnel. Aujourd'hui, on va parler avec lui jeunesse et emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour s'auto-promouvoir, pour permettre donc à la jeunesse de s'auto-employer? Monsieur Balogun donc sera admis dans le cercle du grand rendez-vous de ce soir. Chers amis, je vous rappelle que nous sommes le lundi 19 mars 2018. Et puis vous aurez le 19h45 les informations avec la rédaction de BB24. Et pour nous présenter l'actualité, Nadège Soni dans le décor du journal. Nadège Soni, bonsoir à vous. Bonsoir Karamata Agbataou. La rédaction vous propose ce soir 3 reportages. En page Nation, nous vous proposons donc un reportage sur les pharmacies. Certains médicaments n'existeraient plus dans ces lieux de vente des produits pharmaceutiques. Est-ce une réalité ou une intoxication? On le découvre dans un instant. Nous parlerons aussi dans le 19h45 du contenu des clips vidéo aujourd'hui. La plupart des clips vidéo de nos jours se ressemblent dans le contenu. Les vidéos sont habillées le plus souvent d'images jugées obscènes par nombre d'observateurs. On s'intéresse au sujet et en page inter, nous vous proposons un reportage sur la ligne ferroviaire Paris-Bordeaux. 9 mois seulement après son ouverture, les riverains se plaignent déjà des nuisances sonores. Voilà donc, Karamak, quelques informations que nous avons concoctées pour nos chers téléspectateurs ce soir.
Merci beaucoup. Ça démarre donc bien hein, sur les chapeaux de roue cette semaine pour la rédaction de BB24. On vous retrouve donc Nadège Soni tout à l'heure dans moins de 45 minutes pour le développement de tous ces titres. Alors, en attendant de retrouver Nadège Soni pour le journal, chers amis, nous allons donc continuer donc, dans cette émission et vous permettre déjà de découvrir la première rubrique. On parle aujourd'hui Autant savoir pour démarrer. Autant savoir aujourd'hui s'intéresse au sujet portant sur l'immatriculation des engins à deux roues, des motos si vous voulez tout simplement. Alors avant d'aller dans le vif des échanges et installer notre invité, Monsieur Auguste José Marie Adjovi, nous allons vous permettre, chers amis, de découvrir ce reportage de Marcel Betoro. Conduire une moto, c'est bien. Quand elle est immatriculée, c'est encore mieux. Au Bénin, les dispositions sont prises pour faciliter l'immatriculation. Le processus est unique. Le processus habituel que nous connaissons est celui-ci. Lorsque vous achetez une moto et vous n'avez pas encore d'immatriculation, on vous demande votre papier d'achat. Ensuite, on vous demande les papiers de dédouanement. Ensuite de cela, on va vous demander une liste sur laquelle se trouvent plusieurs châssis, dont le vôtre. Vous allez déposer également une photocopie de votre carte d'identité légalisée. La durée de réalisation de l'immatriculation est fixe et précise. Par contre, le coût peut varier compte tenu des caractéristiques de chaque moto. Aujourd'hui, l'immatriculation est possible. En 48 heures seulement, vous avez déjà votre titre de transport et vous pourrez déjà circuler sans être inquiété par personne. Il y a un montant naturellement qu'il faut déposer sur le dossier qui est de 11 500 francs pour les engins qui appartiennent aux détenteurs de la moto même et de 15 000 francs lorsque c'est une mutation. Un montant qui visiblement a varié. Il reste le seul handicap pour la population qui aimerait vivre dans la légalité. En son temps, ça m'a coûté seulement 3 500. Je n'ai pas le prix en tête, mais quelque chose de 10 000, 11 000 si je me rappelle le total. Vu la situation que nous traversons actuellement, nous savons que c'est un peu dur. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Mais entre l'envie d'immatriculer et le défaut de moyens, la sécurité de la population reste la priorité. Quand les motos ne sont pas immatriculées comme ça, là, on veut signaler qu'on a volé une moto, là, on ne peut pas dire c'est telle moto qui est volée. Vous comprenez? Il faut d'abord aller faire la déclaration pour dire que c'est telle moto, de telle marque, etc., etc. Or, tout de suite, à un poste de police le plus proche, là, on peut déjà dire, ah, moto, tel numéro vient d'être volé ou bien vient d'être pris par des voleurs. Et puis, l'information peut circuler tout le long des postes de contrôle qui existent. Ne pas immatriculer sa moto est une infraction. Elle expose son propriétaire à des sanctions selon la loi. Une phase de répression est annoncée pour les jours à venir. C'est depuis des lustres qu'il était prévu que chacun vienne de façon spontanée immatriculer sa moto. Mais nous avons estimé que le Béninois, lorsqu'on ne met pas un peu de pression, il ne se décide jamais. C'est pour ça que nous avons prévu mettre la pression d'ici là. Donc cette pression-là, elle consistera à faire quoi? À raisonner toutes les motos qui n'auront pas de plaque derrière la moto. Immatriculer sa moto, c'est avant tout un devoir citoyen. C'est aussi contribuer au développement sécuritaire du pays. Marcel Betoro pour ce reportage, mais nous avons eu la voix de Estelle Pazou pour la pause. Alors, Monsieur Adjovi Auguste José Marie, voilà, vous êtes le chef service des études et de la réglementation de contrôle de l'ANAT. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir dit oui à notre plateau de ce soir, ce lundi. J'espère que votre semaine a bien démarré. D'accord. Avant de dire bonsoir aussi à Agnat Bello, je voudrais savoir, l'ANAT, c'est quoi, Agnat? Merci, madame. Merci de m'avoir permis de parler un peu des activités de l'Agence nationale des transports terrestres. Ce que je viens de dire, c'est déjà bien défini déjà comme ça.
l'ANAT, l'Agence nationale des transports terrestres. Exactement, et justement, quand on parle de transport, c'est aussi les motos. Hein. Il n'y a pas que les engins à 4 roues, il y a des engins à 3 roues et à 2 roues. Aujourd'hui, on est là pour parler immatriculation des motos. Agnès Belot, bonsoir à vous. Un plaisir de vous retrouver autour de cette table pour parler donc, de ce sujet sensible. Alors, tout le plaisir est pour moi. C'est vrai qu'immatriculation des motos, on en parle déjà depuis un bon bout de temps. On va bientôt passer à la phase de répression. On aimerait déjà faire le point avec ceux de l'ANAT pour comprendre un peu quel est le processus, quel est le coût, les difficultés rencontrées et tout, et comment pourra se faire probablement la répression. Donc, merci déjà à vous, M. Adjouri, de répondre présent sur ce plateau. Moi, je démarre tout de suite par cette question. Pour vous, c'est vrai, vous travaillez là-bas, à la NAT, mais est-ce que vous avez vraiment l'impression que c'est nécessaire, l'immatriculation des motos, puisque jusque-là, on s'en est quand même passé ici au Bénin? Oui, merci madame. L'immatriculation des motos, c'est vraiment important. Et au fait, on allait dire, c'est obligatoire. Et quand vous avez une moto, il fait obligation d'immatriculer ça. Ça permet de recenser la moto, les caractéristiques de la moto, son propriétaire, et d'avoir toutes ces données dans une base de données qui pourra permettre aux autorités, à la police, à la gendarmerie, lorsqu'il y aura des cas d'accident. Je crois que vous avez souvenance qu'il fut un moment où c'est avec les motos que les braquages s'opéraient. Parce qu'avec les véhicules, le véhicule est immatriculé et en même temps, on arrive à retracer. À avoir une traçabilité de ce que c'est. Donc, comme la moto n'est pas immatriculée, on commet le forfait et puis on disparaît. Il n'y a pas de traçabilité. On n'arrive pas à mettre la main sur ceux qui ont commis cet acte-là. Donc voilà pourquoi l'immatriculation de la moto est très importante. Donc pour vous, c'est beaucoup plus une question de sécurité des populations, autant ceux qui ont des motos que ceux qui vivent dans les entourages de ceux-là. Effectivement, c'est vraiment un problème de sécurité parce que quand on regarde un peu dans la sous-région, vous pouvez le Togo, même le Nigeria, on dit que c'est un pays où les motos sont immatriculées d'office automatiquement. Donc nous, au Bénin, c'est tout comme si dans la sous-région, on constitue un pôle d'insécurité pour ces pays voisins qui sont autour de nous. Puisque quand vous volez une moto, à Lomé par exemple, vous pouvez venir rouler ici facilement, puisque ça n'a pas d'immatriculation. Donc on accepte les motos volées, les motos avec lesquelles on a commis... Ça nous transforme presque en une plaque tournante, d'engins volés. Voilà, d'engins volés. C'est pas forcément une bonne réputation. C'est pas une bonne réputation, voilà. Or, vous ne pouvez pas prendre une moto non immatriculée et aller rouler à Lomé, ni au Nigeria. Donc voilà pourquoi... Il ne faut pas rester en marge de ce qui se fait dans la sous-région. Voilà, dans la sous-région. Donc c'est une obligation d'immatriculation. D'accord. Donc, vous venez de citer là, grosso modo, les avantages. Mais est-ce qu'il y a des inconvénients à faire immatriculer sa moto? Inconvénients? Non. Pour le moment, non. Pas à votre connaissance. Non, pas à ma connaissance. Donc, comment se fait le processus d'immatriculation? Alors, je viens d'acheter ma moto, d'accord, toute neuve, et je veux l'immatriculer. Qu'est-ce que je fais? Je me rends où? Quelles sont les pièces que je dois fournir? Ok. À l'achat du véhicule, c'est-à-dire de la moto, c'est-à-dire là où vous l'avez acheté, l'importateur vous donne, il y a les papiers qu'on vous donne en même temps. Le papier d'achat qui détient le montant de la moto, il y a la déclaration en douane, il y a un autre papier, le papier de colissage qui retrace les châssis de toutes les motos dédouanées. Donc quand vous avez ces papiers-là, vous joignez la photocopie légalisée de votre pièce d'identité et vous venez à l'Agence nationale de transport terrestre au guichet de l'agence avec la moto. D'accord. Puisque la présence physique de la moto compte beaucoup puisqu'il faut prendre les caractéristiques, le numéro du châssis. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a une visite? Est-ce que vous vérifiez l'état de la moto ou bien c'est systématique? Non, du tout pas. Non, il n'y a pas. Vérifiez pas l'état. C'est juste les caractéristiques. Donc, même avec une moto qui a 20 ans d'âge, 35 ans d'âge. Oui. Bon, notre problème, c'est d'avoir de mettre ça dans notre base de données et de sécuriser, c'est tout. D'accord. Il n'y a pas
On ne vérifie pas l'état de la moto avant de... Maintenant, pour les 3 papiers dont vous avez parlé, est-ce que c'est l'original ou bien c'est la légalisation? Tout ce qui est là, on prend tous les papiers originaux. Tous les papiers originaux. Okay. Vous pouvez avoir des copies que vous gardez. Nous, on prend les papiers originaux et puis c'est ça qui vous donne droit à une carte grise qui retrace tout ce qui concerne la moto. Tout ce qui concerne la moto. Oui. D'accord. Maintenant, le coût. Le coût, on a d'abord entendu un coût, après il y a eu une augmentation au niveau du coût. Jusque-là, on n'a pas compris pourquoi ça a véritablement augmenté, ce coût. Ça, oui. Au départ, déjà, c'était dans les 11 000, je crois. Non, au départ, c'était 3 500. 3 500. C'était un prix, j'allais dire un prix un peu politique qui était fixé. Ah, ok. Et ça ne permettait pas à l'agence de donner une prestation de qualité à l'usager. Donc, depuis que nous sommes devenus une agence, là, il y a une autonomie. Donc, on est obligé de voir le prix normal qu'il faut pour pouvoir... Et ce prix normal, là, il est à combien? C'est à 11 500 actuellement. 11 500. C'est partout, passé au Bénin. Partout, dans tous les départements. Donc, peu importe le genre de moto que vous avez, c'est le même coût un peu partout. Même prix. D'accord. Maintenant, quelle est la durée d'obtention de ces plaques d'immatriculation? La durée aujourd'hui, c'est, on a dit 24 à 48 heures. C'est 4 à 48 heures. Parce que le processus a changé un peu. Il a dit, l'agence a réfléchi autrement parce qu'on a compris que l'usager ne vient pas de son propre chef faire l'immatriculation des motos. Et voilà que c'est très important pour la sécurité de nos petites populations. Donc l'agence a décidé désormais que l'importateur, avant d'aller dédouaner, aller payer les frais de dédouanement de toutes les motos dans son magasin, il doit venir s'acquitter des frais d'immatriculation d'abord. Et c'est à base de ce reçu-là que la douane continue la déclaration. Ça veut dire qu'au moment où vous achetez votre moto, directement, vous achetez avec la carte grise et tout? Avec tout déjà. Donc, toutes les informations sont déjà saisies à l'avance. Et vous, quand vous payez, vous venez seulement à l'agence. Et pour l'état civil, on inscrit seulement l'état civil, non prénom de l'acquéreur, contact. Parce qu'actuellement, il y a un parti, on met le contact de l'usager. Donc, juste l'état civil, on essaie et puis on vous sort votre carte grise. Sur les plaques sont déjà préfabriquées, tout est là. Maintenant, cette procédure n'est pas plus lourde. Est-ce que les importateurs sont d'accord avec le principe? Est-ce que c'est déjà une question déjà réglée ou c'est beaucoup plus en perspective? Non, c'est déjà une question déjà réglée. C'est réglé et ça marche correctement. Il n'y a pas de problème autour. Donc actuellement, vous payez la moto, c'est comme si vous la payez avec immatriculation. D'accord. Donc nous avons 2 processus en cours au niveau de la NAD. Pour ceux qui ont déjà acheté leur engin avant la prise de cette décision, ils s'en chargent eux-mêmes de l'immatriculation. Et si vous devez acheter ailleurs, eh bien, l'immatriculation se fait déjà par l'importateur. Par l'importateur, directement. D'accord. Jusque-là, vous avez déjà pu délivrer combien de plaques d'immatriculation, approximativement en termes de coût? Approximativement, depuis que l'opération a repris, je crois qu'on est déjà dans les 4 à 5 000. 4 à 5 000. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que déjà vous faites, puisque le Bénin, bon, disons qu'il est nouveau dans ce système-là d'immatriculation des motos comparativement aux pays voisins que vous avez cités, un peu comme le Nigeria et puis le Togo. Qu'est-ce que vous faites déjà pour sensibiliser les populations sur l'utilité à faire immatriculer sa moto? Est-ce qu'il y a des séances et comment est-ce que cela se passe sur le terrain? Ok, merci madame. Et, au fait, l'agence aujourd'hui essaie de faire des campagnes foraines. Des campagnes foraines où on envoie des agents au niveau de tous les départements, de toutes les mairies, pour rapprocher le processus d'immatriculation des populations. Voilà. Donc vous allez partout, à Malanville, partout, les usagers, les agents de la NAD sont là. Et avec les mairies, on arrive à faire le crieur public. Des crieurs publics pour informer la population de l'importance de l'immatriculation, de la disponibilité des agents de la NAD
ils sont déjà dans les mairies. Et vous avez senti un certain engouement après justement après cette forme de sensibilisation? Oui, ça, le retour est positif? Positif, vraiment. D'accord, maintenant, vous avez dit 4 à 5 000 déjà plaques. Non, en fait, non, 4 à 500 000. À 500 000. Oui, ah, il fallait le préciser parce que vous avez dit 5 000. C'était un peu étonné, mais est-ce que c'est des taux qui sont vraiment bien? Parce que si on prend le nombre de motos que nous avons sur tout le territoire national, ça doit faire beaucoup plus. Parce que déjà à Cotonou, on se rend compte que... On peut dire autant de motos presque. Autant de béninois, autant de motos. De motos, voilà. Même ceux qui ont des voitures, voilà, ils ont de motos. Voilà. C'est ça. Donc, c'est par rapport à ce phénomène que l'agence a décidé que désormais, l'importateur fait l'immatriculation, c'est-à-dire en amont, avant la vente. Ça permet d'immatriculer bon nombre de motos actuelles parce que on a vu qu'il y a des motos qui sont déjà usagées, totalement dégringolées, fatiguées. Donc, les gens qui ne viennent plus faire l'immatriculation, ils se disent que c'est vieux et puis ils n'ont plus, voilà, pas besoin. Donc, ça veut dire que... Mais ne pas le faire aussi pour être sous insécurité. Oui, c'est quelqu'un d'autre peut le prendre, conduire ça et puis peut-être mettre à mal le processus sécuritaire de la ville. Oui, effectivement. Mais avec le processus, avec le dispositif actuel, je crois que beaucoup de motos seraient immatriculées dès les années à venir. On n'aura plus de vieilles motos non immatriculées. D'accord. Maintenant, en termes de répression, voilà, on peut pas faire ce parce qu'on sait qu'il y a plusieurs dates qui ont été annoncées par le passé. Et reportées à chaque fois. Pour l'instant, tout le monde, au niveau de la NAT, ils disent dans les jours à venir. Les jours à venir, c'est quand? En tout cas, la répression des motos, en fait, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat parce que vous-même, vous l'avez dit, tant de motos, tant de personnes, tant de béninois, tant de motos. 10 millions de motos au Bénin, parce qu'il y a beaucoup de motos quand on compare le jour où on va commencer la répression, je crois que beaucoup vont garer. Puis, les activités, les activités de cette période prendront de coup nécessairement. Donc, la répression, vous êtes toujours en train d'étudier comment la faire. Voilà, d'étudier comment aller à cette phase. Et avant d'y aller, on serait déjà rassuré que bon nombre de motos sont déjà immatriculées. Voilà, on reviendra, c'est sûr que Agnès Bello vous fera venir voilà, exactement pour qu'on aborde ces différents aspects de cette question-là sur l'immatriculation des motos. Monsieur Adjovi, merci beaucoup. Agnès Bello. Merci à vous, Karamata Ouattao. Mesdames et messieurs, prenez donc le rendez-vous. Cette semaine-ci, on parlera immatriculation. Aujourd'hui, c'était déjà avec les enjeux à partir de demain, on doit déjà parler des 4 roues, donc restez fidèles. Voilà, chers amis, vous avez compris autant savoir de ce jour sur l'immatriculation des motos, utilité et processus d'obtention avec M. Auguste José Marie Adjovi. Il est chef service des études et de la réglementation de contrôle de l'ANAT. Merci encore une fois et bon retour chez vous. Agréable soirée. Alors, chers amis, d'un plateau à un autre, on en a coutume sur cette émission tous les soirs sur BB24. Nous allons passer à présent au monde agricole. Le monde agricole, chers amis, nous parlons aujourd'hui des femmes, des associations féminines dans la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Eh bien, avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais vous faire regarder ce reportage de Marcel Arossi. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce 8 mars les droits de la femme. À Cotonou, comme à l'intérieur du pays, on a pu constater différentes manifestations. Cette journée a été non seulement festive, mais aussi une journée de réflexion pour l'autonomisation des femmes. Ici, avec les femmes rurales, c'est une histoire de coopération qui se célèbre. Chez ces dernières, la fainéantise n'est pas la bienvenue.
En association, elles cotisent pour financer elles-mêmes leurs diverses activités génératrices de revenus. Les unes, à travers les venelles rurales, prennent la direction des champs. Les autres, par contre, se donnent sans réserve à la transformation des produits agricoles. Elles produisent essentiellement de l'huile de palme et transforment le manioc en farine. Ainsi donc, elles triment sans cesse, et ceci dans une synergie entrepreneuriale. Une synergie qui se remarque aussi ce jour de fête. C'est formidable parce que les femmes sont unies. Nous voyons qu'il y a une unité, nous voyons qu'il y a un rassemblement, nous voyons qu'il y a vraiment la cohésion au sein de cette localité. C'est ce que nous souhaitons. Que vous avez vu le message qu'a lancé, le message que porte la fête internationale, synergie d'action. Nous avons vu, nous avons senti cette synergie ici présente aujourd'hui. Promouvoir l'entrepreneuriat agricole féminin serait un excellent moyen de lutte contre la pauvreté et donc une source de développement durable. Marcel Arrossi, alors Estelle Pazou, bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Karamata Agbatawu. Oui, alors elle a été empêchée, notre invitée à la dernière minute, ça il faut le dire, parce qu'elle était déjà partie pour faire ce plateau avec nous, Madame Geneviève Ronton, qui est entrepreneur agricole, n'est-ce pas? Allez, aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat des femmes, de cette association, enfin, cette union des femmes à travailler pour la promotion de l'agriculture au Bénin. Alors vous déjà, qu'est-ce que vous pensez personnellement de ces genres d'associations, un peu comme on a vu dans ce reportage? D'abord, ma première impression, je suis fière de ces femmes-là. Parce qu'en réalité, elles n'attendent rien de personne et en retour, elles offrent beaucoup à la population. D'abord, avec les activités, elles nourrissent la population, elles se nourrissent elles-mêmes. Et la plupart de ces dames-là ont des grands-enfants qui sont à l'université et autres là. Et c'est après ces travaux, après le gain de ces travaux, qu'elles ont la possibilité de payer la scolarité à ces grands-enfants-là. Donc, je pense que ces dames participent pour beaucoup dans le développement et sinon dans l'activité quotidienne de la population béninoise. Et pour elle, l'entrepreneuriat, c'est l'avenir même de notre pays. Et on dit souvent que le 8 mars, c'est l'occasion pour nombreuses femmes. Elles ont trouvé la formule pour célébrer. Donc elles ont trouvé la formule parce que moi, je pense qu'à ces dames-là, on ne peut pas leur refuser de célébrer de cette façon le 8 mars, même si elles sont en uniforme avec des couvre-chefs à n'en point finir. Moi, je ne leur trouve aucun tort parce que elles ont passé tout le temps à travailler et pour elles, c'est une occasion, même si elles ne réfléchissent à rien comme dans les institutions, dans les ministères et autres, même si elles n'ont réfléchi à rien. Et en tout cas, mais là, c'est une forme de réflexion aussi, Estelle Pazou, ça il faut le mentionner. Hein. Déjà, le fait de se mettre ensemble, vous savez, les idées circulent comme quoi les femmes ensemble, elles ne font souvent rien de bon, mais là, elles construisent quand même quelque chose à la base. Non, je ne dis pas qu'elles ne réfléchissent pas, mais je dis que pour l'occasion, même pour l'occasion du 8 mars, même si elles ne réfléchissent à rien, en tout cas, je ne leur trouve pas tort parce qu'elles ont passé tout le temps à réfléchir déjà. Et bon, là... Elles se donnent le temps de... un temps de relaxation, voilà, je vais dire, et de joie. D'accord. Alors, comment, selon vous, on peut accompagner ces femmes-là? Parce qu'il faut le dire, hein, les femmes dans le secteur agricole, elles sont vraiment nombreuses. L'agriculture, aussi bien au Bénin comme ailleurs, hein, dans le monde, les femmes, elles sont vraiment présentes et je crois qu'elles font dans les 110% de la main-d'œuvre agricole. 110, sinon 80%. Voilà. Alors, comment est-ce que vous pensez que les autorités, aussi bien à la base, les maires communes, et puis les autorités au haut niveau peuvent vraiment aider ces femmes dans leur activité? Déjà, au niveau communal, on va interpeller les autorités au niveau de chaque commune. Je pense que les autorités peuvent mettre à la disposition de ces femmes la terre. Parce que vous savez, le combat de la femme dans l'entrepreneuriat agricole, aujourd'hui, c'est la terre. Elle n'hérite de rien et donc elle fait avec les moyens qu'elle a. Les autorités communales peuvent
octroyer une bonne parcelle de terre à ces dames-là. Rien qu'aux femmes, hein? Oui. Rien qu'aux femmes. Rien qu'aux femmes, oui. On peut leur octroyer une bonne parcelle de terre, une assez large superficie pour davantage augmenter la production agricole. Et également, on peut donner à ces femmes-là des formations sur les nouvelles pratiques culturelles. Vous savez, elles sont dans les champs, elles sont dans les villages, elles n'ont pas été à l'école, elles n'ont fait aucune formation d'agronomie et autres là. Donc, elles font avec les moyens du bord. Elles ne savent pas, par exemple, que pour avoir une bonne récolte, il faut peut-être associer une culture à une autre. On peut les aider en les formant à ces genres de pratiques culturelles, toujours dans le but de maximiser le rendement. Et aussi, il y a ces nouveaux procédés de transformation des produits agricoles qu'elles ne maîtrisent pas. C'est vrai, elles font des efforts. On a vu dans le reportage des dames qui mastiquaient. Mais j'ai vu une même qui a lavé les 2 pieds dans une dans une grande marmite. Oui. Elles font des efforts au quotidien, mais si on peut les aider à améliorer leur transformation, même à industrialiser. Bon, les machines existent déjà aujourd'hui, on peut les aider à avoir ces machines. Parce que les femmes travaillent beaucoup dans la transformation, vous voyez, voilà, c'est cette image qui est assez illustrative. Elle a les pieds dans la marmite, exactement. C'est une technique qui a beaucoup évolué aujourd'hui. Forcément. Pour avoir beaucoup d'huile en tout cas. Parce que là, c'est la transformation, elle doit faire de l'huile avec ce qu'elle est en train de faire. De l'huile rouge. Hein. De l'huile rouge, voilà. Oui. Et aussi, je pense qu'on peut aider ces femmes-là à des formations à l'épargne. Vous savez, aujourd'hui, l'accès au crédit quand on est secteur dans l'agriculture, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout quand vous n'avez aucune garantie à apporter à ces institutions financières-là. Vous êtes parti pour ne pas avoir le crédit, ou même si vous l'avez, c'est des procédures et des procédures. Il faut avoir un avaliseur et autres là. Non. Je pense qu'on peut aider ces femmes-là à l'épargne. Vous savez, on peut faire sa propre épargne. Comment, par exemple, si aujourd'hui, ces groupements de femmes, elles produisent, je ne sais pas, 50 tonnes de noix de palme, il y a une façon de faire, on appelle le warrantage. Vous savez, on met les produits dans un stock et on s'approche d'une institution financière et peut-être la moitié, cette institution vous donne la moitié du prix de ce que vous avez stocké. Et quand ces produits-là prennent du prix sur le marché, le prix augmente, cette institution les vend et vous remet encore en retour des bénéfices. Je pense que c'est une bonne façon d'aider ces femmes-là à épargner au lieu de brader chaque fois leurs produits. Et donc, c'est des petites idées que nous jetons comme ça pour permettre aux autorités... Pour attirer l'attention des autorités. Parce que les femmes, elles travaillent beaucoup et la plupart du temps, c'est sans financement, sans accompagnement. Et ils l'ont dit, hein, ce reportage l'a dit, nous a filé l'information. Elles y vont à leurs propres moyens et c'est toujours, on sait un peu ce que c'est que se financer, hein, financer ses propres activités, c'est toujours pas gagné à l'avance. Il faut forcément de l'appui extérieur. C'est pas gagné, surtout parfois quand le fonds de commerce est à nourrir la famille, à faire le commerce et quand vous êtes malade, il faut vous soigner. Franchement, les femmes n'arrivent pas vraiment à s'en sortir. Et je pense que ce genre d'association est à encourager. Exactement. Et ici, c'est très sûr hein, que tout ce que vous dites là, enfin, que vos propositions, cette piste-là que vous proposez donc aux autorités, elles les reçoivent, hein, je l'espère bien. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que vous entrevoyez le secteur agricole béninois si les femmes arrivait vraiment à être accompagnée, un peu comme vous le souhaitez. Alors, vous savez, la femme intervient à presque tous les niveaux. Déjà, planter, je n'ai pas, le mot ne me vient pas, planter, transformer, vendre et autres. La femme intervient à tous ces niveaux-là. Et je pense que si on accompagne la femme aujourd'hui, on n'aura plus besoin dans 5 ans de parler de l'autosuffisance alimentaire. Parce que accompagner la femme aujourd'hui, c'est quand même mettre à sa disposition, sinon même mettre à la disposition de la population béninoise ce dont elle a besoin pour se nourrir. Vous savez, nous produisons, c'est vrai, nous produisons assez au Bénin, mais il n'en demeure pas moins qu'on en importe aussi. Et donc, si on peut aider ces femmes-là, par exemple, l'huile rouge, c'est assez demandé. Qui ne connaît pas aujourd'hui le gari? Allez demander aux Nigériens d'à côté où est-ce qu'ils s'approvisionnent en gari, la farine de manioc, c'est le Bénin. Et donc, les Béninois aussi en mangent suffisamment. Et on ne peut pas dire le nombre de produits qu'on peut
le dérivé qu'on peut avoir aujourd'hui du manioc. Il y en a tellement, des biscuits, du tapioca et autres là. On peut avoir beaucoup de choses qu'on peut tirer du manioc. Et donc, si on encourage ces groupements de femmes à cultiver le manioc, la tomate, vous savez, la tomate, il y a des périodes où on en manque, où il faut en importer du Burkina Faso. Moi, ça a toujours été un paradoxe que je ne suis jamais arrivée à m'expliquer. Alors qu'ici, on a les ressources nécessaires pour le faire. Et on peut produire même en contre-saison. Oui. Hein. Il y a cette technique-là qui existe aujourd'hui, des travailleurs. Et transformer aussi la tomate en purée et pouvoir l'utiliser en temps de rupture, temps de soudure. Et donc, si on accompagne vraiment les femmes, je pense qu'elles vont porter loin l'étendard de notre agriculture. Et ces femmes-là, il ne faudrait pas qu'on voit aussi rien que la femme agricole entre griffes. Enfin, cette femme-là qui n'est pas dans les villes, est-ce que vous ne sentez pas qu'il est aussi temps que la femme, et vous, Estelle Pazou, et moi, Karamata Agbattaou, et Nadège Soni, bien d'autres femmes que nous connaissons et qui sont l'élite, entre griffes toujours, puissent aussi aider à quelque chose dans ce sens-là? Est-ce qu'il faut qu'on se limite, qu'on soit carré toujours dans nos bureaux, nos studios à travailler? Est-ce qu'il n'est pas temps aussi qu'on travaille la terre? Non, Caravelle, je vous arrête net. Déjà, tout le monde ne peut pas faire, toutes les femmes ne peuvent pas faire l'agriculture. Vous avez fait le journalisme, imaginez-vous une roue à la main, franchement. Non, juste pour promouvoir l'agriculture familiale, puisqu'on parle de lutte contre la faim, l'autosuffisance alimentaire, et là, on fait la promotion, vous le savez très bien que moi, que le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, travaille donc à ce que chaque foyer ait ne serait-ce qu'un tout petit jardin potager à côté. Oui. On ne peut pas le faire? Si, on peut le faire, c'est un début de solution. Là, je parle aux femmes. Oui, voilà. Les femmes peuvent le faire. Je pense que c'est un début de solution. Et il ne faut même pas, on n'a même plus besoin aujourd'hui d'avoir de la terre même pour cultiver. Il y a les cultures hors sol. Vous avez un petit bocal, un petit bocal, vous y mettez du sable et puis quelques engrais. Quelques fientes, oui, parce qu'on va parler biologique aussi, donc voilà, fientes de volaille, tout. Et puis ça va, on peut avoir de la tomate à côté, du piment ou même le beaumont, la grande morelle, si vous voulez. On peut l'avoir. Là, ne serait-ce que pour la petite soupe à la maison de 17h, de 20h, pas besoin vraiment de prendre son sac et de se rendre dans un marché à côté. On peut déjà se rendre dans son petit jardin. À l'étage, on peut le faire. Au sol aussi, on peut le faire. Estelle Pazou. Oui. Et puis allez-y. En fait, j'allais juste ajouter que même au-delà de ça, chaque femme à son niveau peut jouer un grand rôle dans l'accompagnement de ces associations de femmes-là. Et je pense que c'est déjà ce que nous faisons ici. Je sais pourquoi vous y tenez beaucoup, hein, surtout à Alada. Estelle Pazou, je sais qu'on vous reçoit aussi énormément dans cette localité du Bénin. Et on en profite pour faire un spécial coucou à tous ceux-là qui sont à Alada en ce moment et qui suivent le grand rendez-vous. Estelle Pazou, merci beaucoup d'être passée. Vous avez vraiment assuré. Et nous disons merci aussi à Geneviève, hein, notre invitée, certainement qui va nous revenir un de ces quatre. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc le monde agricole, la promotion de l'entrepreneuriat agricole, les femmes qui se mobilisent, qui se mettent donc en association pour donner un nouveau visage à notre agriculture. Est-ce qu'il est là, Adonis ActuWeb? Les informations sur la toile, c'est ActuWeb aujourd'hui, 19 mars. Il est avec nous. Adonis, bonsoir à vous. Bonsoir, Karamat. Alors, comment est-ce que vous allez? Votre semaine, vous l'avez bien démarré, j'espère. Oui, ça va. D'accord. Alors aujourd'hui, en titre, nous avons deux informations principales. Une information qui concerne le Ghana. Alors, le professeur qui enseigne l'informatique aux élèves sur des tableaux reçus par Microsoft. Oui, on avait fait cas de ce sujet ici. Un professeur au Ghana pour enseigner l'informatique à ses élèves les dessinait sur le tableau, dessinait les différentes figures, que ce soit le bureau, mais les différents dossiers de l'ordinateur sur le tableau. Il a posté sa photo, nous allons parler sur ce plateau ici. Après cette photo, il y avait Microsoft qui avait confirmé lors d'un tweet qu'il était prêt à accompagner l'école en leur offrant des ordinateurs et un accès libre à leur logiciel. Eh bien, ces choses faites, pas le don, mais d'abord, il a été invité au sommet de l'éducation à Singapour qui réunissait 400 enseignants sur 91 pays. Il a partagé son expérience avec les participants de là. Microsoft confirme toujours qu'il va leur offrir des ordinateurs. En attendant que cela se réalise, d'autres personnes ont déjà commencé à donner des ordinateurs comme on le voit sur les photos. Il y a un ou deux ordinateurs donnés par certaines entreprises, certains donateurs. En attendant que Microsoft aussi maintenant donne
ordinateur comme il a promis. Et ça va prendre combien de temps? On va simplement suivre cette information. Alors, ce professeur-là, je ne sais pas, qu'est-ce qui l'a motivé? Est-ce que vous êtes allé un peu à la recherche de l'information à la base? Oui. Il s'appelle Richard Koto. Voilà. Il avait déjà dit que comme il n'a pas de moyens, l'école n'a pas de moyens pour s'acheter des ordinateurs. Donc, il est obligé de faire des dessins. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ces dessins-là pour pouvoir permettre aux enfants d'associer la théorie et la pratique, même s'ils ne pratiquent pas réellement, mais de se familiariser déjà avec les différents écrans des ordinateurs. Est-ce que ça ne fait pas du virtuel? Enfin bon, c'est... Non, mais c'est mieux d'avoir une image, un dessin de ce que c'est que de n'avoir rien. C'est ça. En fait, c'est ça. Donc c'est une très belle initiative. Oui. Vous la louez, cette initiative, oui. Certainement. En fait, il a été ingénieux. Voilà. Ouais. Il a trouvé, on va le soutenir, n'est-ce pas? Ouais. Merci beaucoup. Alors, la deuxième information, les demandes de mariage à l'Assemblée. Est-ce la nouvelle tendance? Alors, de quoi il s'agit concrètement, cette demande à l'Assemblée? Oui, dans une vidéo mise en ligne jeudi dernier sur Twitter, on voit un fonctionnaire demander sa campagne en mariage au beau milieu de la Chambre des communes à Londres. Une parlementaire britannique a fait citer l'assistante parlementaire, qu'on voit à l'image, Rachel Evans. Ah oui, hein? Ce doit être la meilleure proposition à la Chambre depuis quelques années, a-t-elle tweeté. Wow. Rachel Evans a remercié le tweet, expliquant qu'elle pensait être venue faire visiter la Chambre des communes à un collègue de son conjoint. Or, il se préparait, donc... mais c'était un plan monté, un plan bien monté, elle ne le savait pas. Eh bien, ce n'est pas la première demande de mariage dans une chambre comme ça. Il y a eu, en début décembre en Australie, à la Chambre des représentants de Canberra, où le député Tim Wilson s'était adressé à son fiancé depuis 9 ans, en lui demandant s'il voulait l'épouser. C'était la même chose au Québec, où le jour de la Saint-Valentin, Éric Lefebvre, c'est un député toujours, a demandé à sa compagne aussi de l'épouser. Est-ce que M. Adonis Bohun serait tenté de faire sa demande un jour au boulot? Est-ce qu'il serait tenté de le faire? Pourquoi pas en direct? Je vais faire ma demande à toi en direct. Ah oui? Ah, mais c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé cette image parce qu'on voyait déjà cette femme-là qui s'est pratiquement fermé les yeux. Elle en revient. En fait, l'émotion, quand on le dit juste, veux-tu m'épouser? Déjà, la femme, elle commence à voler, à nager. Ah, mais il n'y a pas que la femme, le mariage aussi, c'est l'homme. Hein? Mais c'est difficile de dire à une femme, sortir les mots pour dire, veux-tu m'épouser? Il faut prendre son courage, son courage à 3 mains, pas à 2 mains, à 3 mains. Mais voilà, chers amis téléspectateurs, c'est une autre forme de demande de mariage pour sortir un peu du classique, n'est-ce pas? Oui. Une demande de mariage entre 2 ou 3 personnes. Il faut trouver un peu plus ingénieux. Voilà, il faut donner un peu de sensation. Peut-être ne pas le faire, peut-être à un concert ou bien à la plage, devant tout le monde, déjà un grand public, lui demander un mariage. N'est-ce pas? On va le souhaiter donc à nos chères dames qui nous reçoivent en ce moment et qui sont dans l'attente. Ne vous inquiétez pas, regardez seulement BB24 et vous verrez que vous aurez une demande, un peu comme on en a vu tout à l'heure avec Adonis Bohun, pour cette information de l'Assemblée. Est-ce que c'est la nouvelle tendance, oui ou non? Ah, ben c'est sûr. Bon, tout le monde, il faut préciser que ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'Assemblée. Donc, il faut voir aussi le contexte. Ce sont les députés à défaut de le faire à l'Assemblée, on peut le faire un peu comme vous l'avez dit, à la plage, au marché, en plein supermarché. À l'église ou bien. Voilà. Merci beaucoup Adonis Bohun pour ces informations, en tout cas pour ce professeur qui enseigne donc l'informatique aux élèves sur des tableaux. C'est vraiment ingénieux de sa part. Voilà, chers amis, vous avez compris, un break s'impose et c'est ce break-là qui nous conduit tout droit dans les locaux de la rédaction de BB24 et c'est pour suivre le 19h45 vous aurez Nadège Soni. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Il n'y aurait plus certains médicaments dans les pharmacies. La rumeur circule depuis quelques semaines. Réalité ou pure intoxication de l'opinion? Réponse dans ce journal. La créativité a-t-elle cédé place à l'exhibitionnisme que représente le contenu des clips vidéo aujourd'hui? La rédaction de BB24 s'est intéressée à la question.
La ligne Paris-Bordeaux, source de nuisances sonores, en cause la circulation chaque jour à plus de 300 km/h d'une soixantaine de trains à grande vitesse. Les riverains disent vivre un cauchemar qui ne supporte plus. Le verdict est tombé mardi dernier au tribunal de première instance de Cotonou. Certaines têtes de pont dans la distribution des produits pharmaceutiques au Bénin sont condamnées à 4 ans de prison ferme et à des dommages et intérêts pour falsification de produits pharmaceutiques. Suite à cette actualité, des rumeurs circulent quant à la pénurie de certains médicaments dans les pharmacies de Cotonou et environ. Pour vérifier cette information, Dieudonné Abimbola a sillonné quelques pharmacies suivant son reportage. Vendredi matin, dans l'une des plus grandes pharmacies de Cotonou, des employés occupés à servir la clientèle en passant par des patients pressés d'obtenir leurs produits, tout témoigne du bon fonctionnement de cette unité de vente. Comme vous pouvez le voir tout autour, on est approvisionné quotidiennement, normalement. Il n'y a absolument pas pénurie de médicaments. Vous pouvez voir les rayons. Aimé Nounayon, l'un des clients rencontrés à la sortie, porte un démenti à toute pénurie de produits pharmaceutiques. Je suis allé à l'hôpital depuis hier et c'est ce matin que le médecin m'a libéré. Mais il m'a prescrit une ordonnance de venir payer. Quand je suis venu à la pharmacie, j'ai trouvé ce qu'ils m'ont prescrit. J'ai tout trouvé ici, j'ai payé. Sur tout autre horizon de la ville capitale, nous avons surpris la livraison des produits pharmaceutiques. Ici aussi, l'ambiance reste des jours ordinaires. Dame Bétin Catherine rassure. Elle dit avoir trouvé satisfaction. Ce matin, j'ai pris Osaigel. On ne m'a pas parlé de rupture aujourd'hui. J'ai trouvé ce que je voulais prendre. Le maximum de produits est disponible à la pharmacie qui n'hésite pas à venir pour qu'on puisse les satisfaire. Les rumeurs sur le manque de médicaments dans les pharmacies ne sont pas fondées, selon l'intersyndicale des pharmaciens du Bénin. Toutefois, des inquiétudes demeurent. Quand on voit la façon dont la communication fonctionne sur le dossier et à l'interne avec ses répercussions sur les chaînes internationales, nous avons de réelles inquiétudes que certains fournisseurs se rebiffent et qu'il y ait des réserves qui entraînent des difficultés de collaboration entre ces fournisseurs habituels et nos grossistes importateurs et distributeurs et qui à terme peut créer quelques difficultés au niveau de la gestion de l'approvisionnement et de la distribution. Donc ces inquiétudes sont véritablement là, mais à l'heure actuelle, les rumeurs qui circulent ne sont pas fondées. Les officines de pharmacie continuent de fonctionner normalement. Le Béninois reste donc rassuré de la disponibilité des produits dans les pharmacies sur toute l'étendue du territoire national, du moins pour le moment. En République démocratique du Congo, les 7 poids lourds du secteur minier estiment que la Fédération des entreprises du Congo ne défend pas suffisamment leurs intérêts et ont donc décidé de la quitter. Cette annonce par voie de communiqué et à effet immédiat intervient alors que la RDC vient d'adopter une nouvelle loi minière bien moins avantageuse pour les entreprises qui opèrent dans le secteur. Ces 7 entreprises produisent 85% du cuivre, du colbate et de l'or du pays. En quittant la FEC, les entreprises minières tentent ainsi une nouvelle fois de renégocier certains aspects de cette loi controversée. Le Fonds monétaire international reste optimiste sur la situation économique en Angola. Au terme d'une mission de 15 jours dans le pays, le chef de la délégation du FMI a noté une légère amélioration de la situation économique du pays avec un taux de croissance projeté de 2,2% contre 1% l'an dernier. Pourtant, le pays traverse une crise qui se traduit par une pénurie de devises, une inflation de plus de 50% et une perte de pouvoir d'achat pour la population. 9 mois après l'ouverture de la ligne
À grande vitesse entre Paris et Bordeaux, les riverains disent vivre un vrai cauchemar. Dans le nord de la Gironde, une soixantaine de trains passent chaque jour à plus de 300 km/h, entraînant des nuisances sonores que les habitants ne supportent plus. L'ISEA, le concessionnaire de la ligne, a installé des appareils pour mesurer les décibels. Les résultats ne convainquent pas les habitants qui en appellent au gouvernement. Reportage. De sa terrasse, Jean-Luc est aux premières loges. Voilà ce que l'on subit. 57 fois par jour, un TGV passe devant ses fenêtres. Avec sa femme, ils ont construit cette grande maison à 40 km au nord de Bordeaux pour couler des jours paisibles pour leur retraite. Mais depuis le lancement de la LGV en juillet dernier, ils ont déchanté. Le premier train, quand il est passé, bon, je me suis dit, il roule peut-être plus vite que la normale. Mais ça n'est pas inquiété. Puis après, ça s'est succédé les trains, ça se suivait. Et alors là, vraiment infernal, quoi. Et le dernier, 1h du matin, et le suivant, c'est du 4h30, 5h, les premiers. Donc la nuit est courte. Les habitants de Goriagué et de Marsas s'assurent qu'à cet endroit, la LGV devait être enterrée entre deux buttes de terre. Face à la grogne des habitants, l'ISEA, le délégataire de la ligne, a réalisé des mesures acoustiques chez les riverains les plus proches. Les résultats, dévoilés lors de réunions publiques, tournent souvent à l'affrontement. Vous dites que les bruits ne dépassent pas 60 décibels chez nous. Moi, je vous invite à l'apéritif cet été. Je peux vous dire que les 60 décibels, votre verre, il va trembler. Mais c'est pas parce que votre maison est la plus près qu'elle est la plus exposée. Des fois, il y a des configurations qui font que c'est pas le cas. On n'a ni merlon ni mur. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ma maison vibre. L'ISEA se retranche derrière la législation. Une moyenne sur 24 heures est réalisée. Les pics de bruit, mais aussi les moments calmes sont pris en compte. Au final, la quasi-totalité des résultats ne dépasse pas le seuil légal des 60 décibels, inadmissible pour les habitants. C'est-à-dire que vous, avec vos mesures de moyenne, on n'en a rien à cirer. Qu'est-ce qu'on fait pour gérer les pics à 90 dB? C'est ça qu'on attend, et rien d'autre. Dans les prochaines semaines, l'ISEA va effectuer 300 points de mesure sur les 6 départements traversés et assure entendre la grogne des riverains les plus touchés pour réaliser des travaux. Dans un premier temps, avec le constructeur, on va venir sur le site et on va regarder s'il n'y a pas des dysfonctionnements, par exemple un affaissement de terrain ou un mur anti-bruit qui ne fonctionne pas bien. La suite, c'est de déterminer les dispositifs complémentaires qui permettront de faire baisser le bruit apporté par les trains et de rester en dessous des seuils réglementaires. Excédés, les habitants en appellent au gouvernement pour changer la réglementation qui date de 1999. La ministre du Transport, Elisabeth Borne, a promis de venir les rencontrer. Car tous s'inquiètent de l'augmentation du nombre de trains sur la ligne, 125 allers-retours d'ici 2036. C'est comme un virus qui semble attaquer la plupart des artistes qui se réclament de la musique urbaine, béninoise ou étrangère. Leurs clips vidéo sont habillés le plus souvent d'images jugées obscènes par bon nombre d'observateurs. Exhibitionnisme ou indécence font alors bon ménage, créent la sensation et explosent la toile. Voyage dans l'univers des clips vidéo de la musique moderne. C'est un reportage signé Herman Rodrigue Amiga. Un très bel instrumental sur lequel flotte une voix qui fait danser et bouger. Le cocktail semble parfait, mais la mise en scène laisse à désirer, du moins aux yeux des puristes et défenseurs des bonnes mœurs. Des clips vidéo où les femmes défilent en tenue peu orthodoxe, exposent une scénographie de l'érotisme, enchaînent des séquences dites épicées, sont pratiquement devenues la norme sur le marché africain. Mais comment en est-on arrivé là? Autopsie d'un choix esthétique controversé. Nous en sommes arrivés là par un effet de mode, par un effet de suivisme sans retenue, et ce sur tous les plans. Par le truchement notamment de la télé et plus récemment de l'Internet. C'est vers la fin des années 90, d'accord, que les chanteurs américains ont senti le besoin de faire intéresser le public, d'accord, à leurs produits. Il s'agit de sortir des produits qui vont attirer l'attention. Et pour attirer l'attention, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les choses que le public aime.
les bimbos, les types drill comme ils aiment l'appeler aux États-Unis. Donc c'est des filles, des escort girls au départ, qui se mettent en de petites tenues, des tenues légères et tout, et qui se trémoussent et pour intéresser les gens. Tout est parti de là-bas en réalité. Et avouons même que quand la thématique de la chanson ne parle pas de femmes, ne parle pas de sexe, systématiquement, quand le clip il est réalisé, on voit des jeunes filles se trémousser en de petites tenues. Du copier-coller ou mimétisme BA à des fins de célébrité, tant pis si la morale est sacrifiée, peu importe si l'éthique est bafouée. L'important est d'atteindre la cible, cette société de consommation relativement jeune, toujours à l'affût de nouvelles sensations. Le consommateur veut avoir du beau. Et aujourd'hui, on pense qu'on ne peut pas servir du beau sans servir du bling-bling, sans servir de belles villas luxueuses avec des filles en petite tenue à côté d'un artiste qui, lui, il est bien habillé, qui n'est jamais en petite tenue. Dans un business comme l'industrie de la musique, vous donnez à voir ce que les gens ont envie de voir. C'est donc toute la société et tout l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui qui est un peu souffrant. Et si vous êtes dans un milieu où des gens en ont besoin, ben vous leur donnez ce dont ils ont besoin. C'est un peu cette logique qui sous-tend la popularité relative que nous pouvons concéder à ce genre de vidéos où la pudeur est un vestige historique. Derrière cette philosophie qui prône la femme comme outil de marketing, se cache toute une filière délibérément choisie avec cet art par les concernés. Ici, pour tourner un film, on lance un casting. Donc pour tourner un clip, vous pouvez lancer un casting et trouver des femmes qui accepteraient bien jouer ce genre de rôle et se faire payer. Mais tout ceci joue sur l'éducation, sur la psychologie, la sociologie et l'avenir de ceux qui font de ces gens de choses. La censure exercée par les médias peut-elle encore annihiler la propension de ces artistes à cette tendance? Peut-être. Reste à savoir si elle est efficace dans ce troisième millénaire où les réseaux sociaux règnent maître. Ce sera tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Merci beaucoup Nadège Sani. Sur une note dansante, vous avez mis un terme à votre édition le 19h45 de ce lundi 19 mars 2018. Le grand rendez-vous suit son cours. Reste à découvrir deux plateaux. On va recevoir M. Alex Balogou, coach en leadership de développement personnel, pour nous parler de jeunesse et emploi. Et puis Madame, tout à l'heure, elle est experte Watch. Elle nous parlera de l'eau, des enjeux, où en sommes-nous au Bénin dans la distribution de l'eau potable. On découvre donc nature et bien-être. Voilà, et avant d'installer notre Expert Watch, nous allons vous inviter à regarder d'abord cet élément. L'eau, source de vie, est une denrée rare dans certaines localités du Bénin. Des populations souffrent du manque de ce liquide vital. Conséquence, elles se contentent de l'eau impropre à la consommation. Un vide progressivement comblé grâce à la mise en place d'un système d'adduction d'eau villageoise. Mais là encore, le problème n'est résolu qu'à moitié. Pour sortir 100 000 francs, aller faire un abonnement, c'est difficile pour un villageois. C'est aux communes de déterminer les prix. C'est en ça qu'il est intéressant que ces populations dont on parle, on les sensibilise, on leur explique qu'elles ont un intérêt à former l'association des consommateurs d'eau potable. Avec un dialogue, ils s'échangent et ils mettent le prix au prix où ils devaient le mettre pour que les infrastructures ayant servi à apporter l'eau à tout le monde puissent être remboursées. 100 000 francs CFA pour avoir accès à l'eau, un montant qui varie selon chaque commune. Ainsi, le coût d'accès au mètre cube d'eau est plus élevé dans certaines localités que d'autres.
Une réalité qui soulève la problématique de l'harmonisation du prix de cession de l'eau dans les zones rurales au Bénin. L'État, déjà par la loi 39, décret 317, a déjà confié totalement la gestion des AEV et des points d'eau aux communes, le transfert des compétences. Et par rapport à cela, c'est les communes qui doivent se réunir et s'organiser avec la Direction générale de l'eau qui est sous leur tutelle afin de fixer un prix que toutes les localités pourront adopter. L'aspect économique est très important puisque quand les populations, leur faible pouvoir d'achat de cette eau est limité. Donc si elles n'ont pas accès à l'eau, ça pourra impacter leur quotidien, ça pourra affecter leur santé à travers les différentes maladies hydriques. Ce qui va faire que les populations qui pourront travailler et générer des revenus pour le pays ne pourront rien faire. Donc ça pourra impacter négativement l'économie du Bénin. Faciliter un accès équitable à l'eau potable à tous les Béninois, c'est insuffler une réelle dynamique au développement et à l'économie du pays. Christelle Toungodo, merci à vous pour ce reportage et merci aussi à Nadège Soni. Cette semaine est pour les environnementalistes, chers amis, la semaine de l'eau, tout simplement puisque tous les 22 mars de chaque année, le monde célèbre la journée de l'eau. Alors, on en parle aujourd'hui. Déjà, un état des lieux s'impose à nous. Madame Aladati Mirez Zemenik, bonsoir à vous. C'est quand même original, ce nom, je le trouve. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien chez vous. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes expert Watch. Amandine Anyambosu. Karamata Bataou, c'est votre liaison qui me fait sourire. Mirez C'est Mirez Emenik Aladati. Ah, voilà la bonne prononciation. Ça prouve que c'est vraiment votre invité. Alors, je m'en excuse si entre-temps, dans la liaison, j'ai écorché un tout petit peu votre joli prénom ou vos jolis prénoms. Toutes mes excuses. Alors, on va y aller. Où est-ce qu'on en est dans la distribution de l'eau potable au Bénin? Amandine Anyambosu, on en parle. Oui, Karamat, vous savez, l'eau potable est un besoin essentiel pour le bien-être des populations. Mais tous les Béninois n'ont pas encore accès à ce liquide précieux. Mais d'abord, moi, j'ai envie de savoir, Madame Mirez Emenik Aladati, qu'est-ce qu'on appelle eau potable? Merci, Madame Amandine. Ce que nous pouvons entendre par eau potable, c'est une eau qui est exempte de toute contamination, c'est-à-dire qui n'est pas de présence de bactéries. Donc, il y a un certain nombre de critères, aussi bien sur le plan physico-chimique que sur le plan microbiologique. Donc, c'est quoi ces critères? Bon, sans rentrer dans les chiffres, donc on ne doit pas avoir de germes pathogènes dans cette eau. La turbidité, l'eau doit être claire, on ne doit pas avoir de matière en suspension. Donc, dans les matières en suspension, il y a beaucoup d'autres techniques. Donc, on peut avoir de l'eau sortie du robinet qui ne peut pas être potable. Oui, c'est possible si dans le réseau, il y a eu peut-être une fuite dans le réseau et on a eu des éléments étrangers qui rentrent dans la conduite. On peut avoir de l'eau qui sort des robinets mais qui n'est pas potable. Et quel est l'état des lieux de l'accès à l'eau potable au Bénin? Ok, nous pouvons dire que depuis des années, les gouvernements successifs font leurs efforts, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Actuellement, nous sommes en 2018. Le dernier rapport harmonisé que nous avons sur le secteur eau potable au Bénin nous montre qu'en milieu rural, nous sommes à 60% de couverture et en milieu urbain, nous sommes à 77%. Mais si nous prenons la moyenne, c'est 67% en général. Si on combine le milieu rural et le milieu urbain, ça, c'est les données de 2015 qu'on a essayé d'harmoniser vers 2018 pour avoir le rapport mondial. Donc, ce qui sort pour le Bénin, c'est ça, ces chiffres. Mais dans la réalité, il y a des disparités. Donc, ce n'est pas que systématiquement, quand on prend une zone rurale, on peut dire que tout le monde, à 60%, on a de l'eau. Non, ce n'est pas ça. Il y a des disparités en fonction du temps que la personne met pour avoir accès à cette eau, en fonction même de la qualité même de cette eau.
Et qu'est-ce qui explique cet état de choses? Bon, le problème est à plusieurs niveaux. Oui. C'est d'abord l'accès à l'eau potable. Tout ce qui est infrastructure, l'investissement que ça demande est très lourd. Et si nous regardons le rythme d'évolution actuel du Bénin, si nous allons continuer comme ça, ce n'est qu'en 2087 que nous pouvons atteindre les 100%. En 2087, selon les estimations, ce n'est qu'en 2087 que nous pourrons atteindre l'accès à l'eau avec le rythme que nous avons actuellement. 100%? Oui. 2087. Donc, ça veut dire que si nous voulons réellement atteindre cet objectif avec l'horizon des ODD, nous devons plus accélérer et faire encore beaucoup plus d'efforts. Justement, qu'est-ce qui bloque juste là? D'abord, il y a des raisons techniques. Il y a aussi le niveau de mobilisation des ressources. Comme je l'ai dit tantôt, ça a besoin de beaucoup de financement. Et quand bien même l'État arrive à mobiliser un certain nombre de financements, au cours des années, nous avons vu que nous n'arrivons pas toujours à consommer tout ce budget chaque année. Donc ça veut dire qu'il y a un problème et c'est ce qu'on peut louer quand même par rapport au gouvernement actuel. On a vu qu'à l'entame, il y a une agence spécifiquement qui a été créée pour ça, pour accélérer les projets, surtout dans le milieu rural, pour l'accès à l'eau potable. Et c'est effectivement pour pouvoir combler ce gap de non-consommation budgétaire dans ce sous-secteur. C'est vraiment une solution pour permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau potable? Oui, parce que ça fait partie des recommandations de plusieurs études qu'on a vues. Si on arrive quand même à investir ce qu'on arrive à mobiliser, là, ça pourra nous permettre d'aller traiter encore d'autres points du problème. Quand on parle d'accès à l'eau potable, quelles sont les régions qui sont touchées par le phénomène? Dans quelle région on peut aller aujourd'hui et ressentir vraiment le manque d'eau potable? Ok, nous pouvons dire qu'en général, la partie sud du Bénin est bien servie et c'est à partir du centre, vers la zone de Dassa, Savalou et consorts, et aussi dans le septentrion et dans l'Aliborie aussi, surtout en saison sèche où il n'y a plus de pluie, les sources tarissent. Donc c'est à partir du centre vers le nord du pays qu'on a plus ce problème. Mais dans ce contexte, on ne peut pas envisager une solution puisque on peut dire que la zone elle est bâtie comme ça, ou bien on peut améliorer? On peut améliorer. Il y a des mécanismes pour pouvoir garantir quand même la SIA. Par exemple, si on prend la zone du centre, récemment, en début de cette année, le gouvernement a quand même commis un bureau d'études. Ils sont en train de faire les études avec une méthodologie qu'on appelle recherche par résonance électromagnétique. C'est pour savoir la bonne source, pour pouvoir faire la bonne fracture, parce que pour pouvoir fracturer le socle c'est un lourd investissement. Donc il faut nécessairement être sûr du débit qui est là avant de pouvoir forer. Hormis ça aussi, on peut aussi mobiliser les eaux de surface et traiter, mais ça demande encore plus d'investissement. Alors que le Bénin est quand même nanti en ressources en eau par rapport à beaucoup d'autres pays. Seulement que dans ces zones, c'est fracturer la roche pour aller dans la bonne nappe qui est le véritable problème. Mais les efforts sont en train d'être faits dans ce sens et on espère que d'ici là, ça pourra quand même aller. Est-ce que vous avez alors des propositions pour réduire un peu le problème d'accès à l'eau potable? Bon, les propositions, ça ne manque pas. Ce que nous pouvons dire d'abord fondamentalement, au niveau même du sous-secteur, il faut qu'il y ait une concertation et un travail main à main de tous les acteurs. Parce que qui dit eau, dit tout le monde. Donc, au niveau déconcentré, au niveau décentralisé, il faut que les acteurs puissent travailler en communion, ce qui ne se ressent pas actuellement dans le secteur. Ça fait aussi un frein. Et aussi la mise à disposition des données. C'est-à-dire comment faire pour pouvoir faire un bon suivi et évaluation, pour savoir si on prend une commune ici du Bénin, on est à telle étape en termes d'accès à l'eau. Quelles sont les localités qui restent dans cette localité, dans cette commune à couvrir? C'est des données qui manquent. Alors qu'actuellement, à l'aide du numérique, il y a des solutions faciles pour pouvoir agréger toutes ces données des différents acteurs qui interviennent dans le sous-secteur pour pouvoir facilement faire les analyses et prendre les décisions idoines qu'il faut pour vite aller
Donc l'heure n'est plus à la perte du temps. Donc je pense que la capitalisation des acquis de tous les acteurs et un bon leadership du ministère qui est en charge de ce sous-secteur pourrait nous aider quand même à aller plus loin. Et également aussi au niveau des communes, comment faire pour qu'ils puissent être outillés, pour que la gestion de ces ouvrages se fasse de façon professionnalisée. Que ce soit rien que les professionnels qui soient en charge de la maintenance et de la gestion même de ces ouvrages. C'est ça qui manque, parce qu'il y a beaucoup de pannes et consorts. Donc si on n'arrive pas à régler ces problèmes, on ne peut pas penser à ceux qui restent. Donc il y a beaucoup de problèmes qui sont d'ordre, on peut dire, organisationnel, voilà, dans le secteur. Dans le reportage qu'on vient de suivre, par exemple, les gens posent le problème du coût élevé de l'eau. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver également une solution? Voilà. Normalement, c'est aux communes de pouvoir s'asseoir en fonction des dépenses et de comment ils ont pu mettre en place les AEV, de pouvoir dégager. Qu'est-ce qu'on appelle AEV? Une addition d'eau villageoise, voilà. Donc, les additions d'eau villageoise, c'est la gestion incombe aux communes. Donc, c'est à elles de pouvoir quand même faire une base de tarification. Et je pense que l'État peut les aider, surtout le ministère qui est en charge de l'eau, peut les aider à harmoniser, à avoir un chiffre harmonisé, quitte à ce que chaque commune maintenant, suivant leur plan d'hygiène et d'assainissement et avec leur service technique, puissent savoir comment maintenant essayer d'harmoniser ça pour leur commune, selon les réalités socio-économiques de chaque commune. Et quand on parle d'accès à l'eau potable, ce n'est pas seulement les milieux ruraux qui sont concernés, même à Cotonou, les gens ont des problèmes d'accès à l'eau potable. Il y a le milieu rural, il y a le milieu urbain. Les milieux urbains, c'est en quelque sorte les villes à statut particulier et certaines villes au carrefour du Bénin qu'on connaissait comme ça. Et en termes d'accès à l'eau potable en milieu urbain, c'est la SONEB, la Société nationale des eaux du Bénin, qui est en charge de ça, qui a l'autorité de pouvoir gérer ce secteur-là en milieu urbain. Donc, si on prend par exemple Cotonou, tout Cotonou n'est pas couvert. Donc, tous les... On a que... Je pense que, bon, pour ne pas me tromper sur les chiffres, il y a quand même des quartiers périurbains qui n'ont pas du tout accès et qui vont payer de l'eau chez ceux qui en ont. Un peu comme Glo, Aglo, Coco Kodi, Coco Toma. Oui, les Papa Dodomé, les quartiers périurbains. D'accord. Madame Aladatin, une chose est de désirer l'eau potable pour une vie saine, sans problème. L'autre chose est de s'en servir comme cela se doit. Est-ce qu'on utilise l'eau potable à bon escient? Effectivement, quand on parle d'eau, on ne parle pas seulement de quantité, on parle également de la qualité. Et c'est ça qui est même capital, parce que tu as beau avoir accès à une bonne source d'eau, si tes comportements même ne sont pas sains, hygiéniques autour de l'eau, tu peux encore consommer de l'eau insalubre. Donc il y a aussi ce besoin réel de sensibiliser nos populations sur les comportements sains, les pratiques d'hygiène à avoir autour de l'eau, c'est-à-dire du point de puisage jusqu'à la consommation. Surtout les gestes minimes, même au moins le fait de se laver les mains avant de toucher à l'eau, le récipient qu'on prend pour prélever l'eau, le fait de le nettoyer à l'eau et au savon, sont des gestes banals qui quand même diminuent beaucoup le risque de contamination de ces eaux. Et le traitement de l'eau à domicile, c'est des choses qu'on doit pouvoir inculquer à nos populations. À tout le monde. À tout le monde. Et éviter également le gaspillage de l'eau. Voilà. Bien évidemment. Voilà. Je crois que je voulais même mettre beaucoup plus l'accent sur le gaspillage. Quand je parle de l'utilisation à bon escient de cette denrée utile à la vie. Parce qu'on a déjà eu quelqu'un sur ce plateau qui disait que normalement, quand vous allez sous la douche, il faut utiliser au plus 5 litres d'eau pour se laver. Je me demande si c'est possible. C'est bien possible, hein, c'est bien possible. Il faut juste y aller avec la colonne de douche qui vous envoie de l'eau finement sur tout le corps. Mais quand on y va avec... c'est des astuces. Bon, enfin, je ne sais pas, c'est ce que j'aurais appris. Et la gestion rationnelle de l'eau, elle est très, très capitale. Parce que même si le Bénin est nanti d'eau, ce n'est pas toutes les localités du Bénin qui sont nantis. Donc, il y a des gens qui en souffrent. Donc, il faut qu'on pense aux générations futures et utiliser ça rationnellement. Voilà.
Karamata Agbatao. Merci beaucoup, oui, Amandine Anyambosu. Voilà ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui. Ça, c'est pour aujourd'hui. Mercredi, on parle encore de l'eau. Voilà. De la journée mondiale de l'eau. C'est le jeudi, mais bon, on va anticiper, en parler le mercredi. Exactement, déjà, oui. Exactement. Et le thème retenu cette année, c'est la réponse. La réponse est dans la nature. L'eau potable, la réponse est dans la nature. Donc, c'est l'eau tout court. L'eau tout court. Oui, la réponse est dans la nature. La réponse est dans la nature. Ça interroge quand même. Vraiment. On aura la réponse. Voilà, avec votre invité. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Mireille Zemeni Aladati. Merci à vous aussi. Je ne ferai pas de liaison. Madame Aladati, je m'en arrête là. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur ce plateau du Grand Rendez-vous. J'espère que vous avez aimé et que vous allez revenir avec plaisir. Voir avec d'autres sujets, n'est-ce pas? Bien sûr, merci avec plaisir. Amandine Anyambosu, merci beaucoup à vous. À mercredi. Oui. Bonne soirée à toutes. Chers amis, le Grand Rendez-vous se poursuit. Le dernier plateau, avant qu'on ne se quitte, c'est l'espère. Monsieur Balogun va s'installer. Aujourd'hui, emploi et jeunesse, ou bien même jeunesse et emploi, comment s'y prendre, comment réussir à s'auto-employer ou à gagner rapidement un emploi à côté. On en parle avec Monsieur Alex Balogun, coach en leadership de développement personnel. Monsieur Balogun, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, encore aujourd'hui lundi, mais le thème s'y prête bien parce que nous sommes en début de semaine et nous avons, vous le savez très bien, une jeunesse aujourd'hui elle est à la maison. Il y a une grande partie de notre jeunesse qui est en attente d'être embauchée. Est-ce qu'il y a possibilité que le jeune aujourd'hui, quelle que soit sa formation, s'auto-emploie lui-même? Merci beaucoup. D'abord, mon expérience dans ce qui concerne le recrutement, parce que j'ai eu à aider des organisations à faire des recrutements et j'ai remarqué quelque chose. Beaucoup ne sont pas employables. Il y a l'emploi pour ceux qui sont employables. Donc, j'ai constaté, et nous constatons aujourd'hui que beaucoup de jeunes ne sont pas employables. Il y a ce qu'on appelle les aptitudes d'employabilité. Si vous n'avez pas ces aptitudes, il n'y a pas sauf si vous allez faire gardien ou quelque chose. On est vraiment curieux, M. Balogun, de découvrir sur ce plateau ces aptitudes qu'il faut avoir pour être vraiment bon pour l'emploi. Oui. Mais la première des choses, c'est le marketing de soi. C'est-à-dire... savoir se vendre, savoir en quelque sorte. Merci beaucoup. Personal branding, savoir se vendre. Est-ce que vous avez des aptitudes pour vous vendre? Comment vous rédigez d'abord votre CV? Est-ce que vous avez un CV professionnel? Deux, est-ce que vous avez la capacité? Il y a des gens qui sont... Tu as la compétence. Mais est-ce que tu as une compétence pour vendre ta compétence? C'est la question. Est-ce que tu as des aptitudes de communication? Comment répondre aux questions? Est-ce que tu te connais d'abord? Est-ce que tu connais ta différence? C'est de la philosophie carrément qu'il faut faire, hein, parce que quand on vous renvoie la connaissance de soi, c'est déjà une philosophie interne. Très bien. Donc, parce que lorsqu'on va me poser des questions, je dois répondre mais en fonction de moi, ma personne, que je connais. Parce que, disons qu'on est 20 ou 30 ou même des fois 500 personnes pour un seul emploi. Mais ce qui va vous aider à gagner le poste ou à gagner l'emploi, c'est votre capacité à vous vendre. À vous vendre encore, vous vendre très cher, pas moins cher. Il y a des gens qui se vendent encore moins cher. Il y a des gens qui arrivent à se vendre cher. Donc le problème, c'est d'abord le marketing de soi. Comment est-ce que vous avez vous présenter? Est-ce que vous connaissez vos forces? Vous connaissez vos faiblesses. Voilà. Connaissez-vous encore votre unicité? Voilà, M. Balogun, alors quelle est cette préparation préalable qu'il faut faire pour vraiment réussir tout ce que vous avez développé là tout à l'heure, savoir se vendre, pouvoir savoir bien communiquer, il ne faut pas rêver tout bas, il faut rêver tout haut. Quelle est cette préparation qu'il faut? Pour le marketing de soi, c'est une connaissance qu'il faut aller chercher. Donc, soit à une formation, soit à acheter des livres sur ça, ou faire des recherches sur ça, pour pouvoir vous équiper et savoir vous vendre. Donc, ça, c'est un aspect. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne sont pas employables. Même si la compétence pour faire le travail. Imagine 2 personnes
qui se présente à un entretien et pour le même poste et on pose des questions au premier. Le premier, on voit qu'il a un CV bien chargé, le deuxième aussi, un CV bien chargé. Au premier, on lui pose des questions, présentez-vous s'il vous plaît. Il dit son nom, il dit son état, il dit sa nationalité, il dit son diplôme et il pense que c'est fini. Ce n'est pas fini. Quand on dit présentez-vous, ça veut dire vendez-vous à nous. Nous sommes disponibles. Donnez-nous, qu'est-ce que vous apportez à cette entreprise? Un cas pratique, puisque la chaîne, il y a beaucoup de jeunes qui regardent BB24. Un cas pratique d'un monsieur, par exemple, qui s'appelle Kokou. Oui. Kokou, tout simplement, et qui a un master ou même un doctorat en communication. Oui. Alors, il se présente pour un emploi. Comment doit-il se vendre? Oui, pour se vendre, il faut parler de ce qui vous rend unique des autres candidats. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Si l'entreprise ne vous emploie pas, il perd quoi? Qu'est-ce que l'entreprise gagne lorsque vous êtes employé? Mais lorsqu'on vous rejette, qu'est-ce que l'entreprise va perdre quoi? C'est des choses comme ça que vous devez dire à l'entreprise. Si je travaille avec vous, voici ce que l'entreprise va gagner. Et l'entreprise va s'attendre à ce que son chiffre d'affaires monte, par exemple. Exactement, oui. Donc, vous devez donner de façon concise et précise ce que vous apportez à l'entreprise. Voilà. La plupart du temps, quand les gens rédigent aussi leur CV ou ils rédigent aussi, déjà le CV, ils ne mentionnent pas leur force, leur dynamisme, ce qu'ils apportent aux entreprises. Quand vous rédigez même la demande, moi je dis, connaissez les règles, mais brisez les règles. Qui vous a dit que vous êtes obligé de mettre demande d'emploi? Ok. Oui. On ne met pas demande d'emploi. Ce n'est pas une obligation. Vous proposez quoi alors pour nous? Opportunité de faire grandir votre entreprise. Wow. Oui, parce que c'est ce que je suis. Je sais et je crois que si je travaille dans cette entreprise, je vais faire avancer l'entreprise. Donc c'est ce que je dis à l'entreprise. Mais lorsque vous dites demande de stage, ça veut dire que vous cherchez, vous ne donnez pas. Dans votre présentation, ce qui est plus important, ce n'est pas ce que vous cherchez, mais ce que vous voulez apporter. C'est ce qui intéresse les employeurs. Un employeur embauche pour une seule raison. C'est pour résoudre un problème que vous êtes employé. Et déjà, ce problème, il faut déjà pouvoir repérer ce problème. Exactement. Et apporter des pistes, des solutions. Oui, il dit, j'ai la solution à votre problème. Et faire des recherches sur l'entreprise aussi, ça c'est encore une autre chose. Voilà. Il y a des gens qui vont à un entretien et il n'a aucune idée sur l'entreprise là où il va. Il n'a aucune idée aussi sur le poste. Donc, c'est des recherches qu'il faut déjà faire. Il faut toute une préparation. D'accord. Alors, M. Balogun, moi, je vous suis particulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, vous parlez d'entrepreneuriat, ça, on connaît, et de l'intrapreneuriat. Oui. Alors, c'est quoi la différence? Oui, l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui a une idée ou une vision ou qui identifie un problème dans la société et qui vient apporter la solution. Mais l'intrapreneur, c'est quelqu'un qui travaille au milieu d'une entreprise, mais qui contribue à l'avancement de l'entreprise. Ça veut dire qu'il n'est pas là juste pour l'argent. Il est là, sa motivation n'est pas l'argent, mais sa motivation, c'est la vision. C'est quelqu'un qui identifie un problème dans l'entreprise et qui apporte la solution. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour notre jeunesse, l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat? Avant de choisir, c'est-à-dire, vous devez faire le choix vous-même. Maintenant, avant de choisir, il faut vous connaître d'abord. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a toutes les capacités pour diriger une équipe, quelque chose de nouveau, innovation ou invention. Mais un entrepreneur, c'est que je ne veux pas commencer quelque chose de moi-même, mais je vais entrer dans une entreprise et faire avancer l'entreprise. Donc, c'est pour ça que vous devez d'abord vous connaître. Par exemple, je vais parler de la passion. Avant de choisir un métier, il faut connaître sa passion ou son talent. Le poisson n'est pas allé à une école de natation, mais le poisson sait nager. L'oiseau n'est pas allé à une école d'aviation. Mais là, c'est par instinct. Exactement. Ça veut dire que chaque personne est née avec des capacités en lui. Ce qui il y a même des gens qui n'ont rien à faire avec un bureau. Et ils cherchent un emploi dans une entreprise. Il n'a rien à faire. Son travail, c'est d'être sur le terrain. Son travail, c'est d'être sur les podiums pour chanter, animer, parler, quelque chose de ce genre. Monsieur Balogun, quand je vous suis, c'est que je retiens une chose fondamentale, c'est qu'il ne faut pas se figer sur ce qui est calqué. Il faut oser parfois briser les règles. Merci beaucoup. Il faut oser briser les règles et surtout ce qui va avec vous et ce qui va avec là où vous allez. Donc, lorsque j'identifie ma personne, je sais que, OK, c'est dans ce domaine, peut-être le domaine de la comptabilité,
ou de l'oratoire. Moi, par exemple, quand j'ai commencé l'oratoire, je ne savais pas que c'était une profession. J'avais juste identifié un problème dans la société. J'ai vu manque d'orientation au niveau de la jeunesse. J'ai vu manque d'information, le développement personnel, tout ça. Donc, c'est après que j'ai commencé par remarquer que, OK, donc c'était une profession, le développement personnel. Donc, il y a ce qu'on appelle le coaching. Je ne savais pas tout ça. Mais je me suis engagé. C'est en pratiquant que vous l'avez découvert ça. Avec le et temps. Je me suis installé. Mais aujourd'hui, je forme beaucoup d'orateurs que je suscite. Il y a des gens qui doivent être aussi des orateurs, mais qui, peut-être en train de chercher un boulot pour être secrétaire dans une entreprise. Non, ne cherchez pas ce qui est disponible. N'acceptez pas ce qui est disponible. Allez pour ce que votre cœur recherche. Les étudiants ont prouvé quelque chose. Qu'il y a un jour où les gens meurent de plus. Ah oui, ça je ne savais pas. Oui, il y a un jour, il y a une heure. Le jour, c'est le lundi, avant 9h. Et pourquoi? Parce que quand il se réveille, la peur de démarrer la semaine. La semaine. Parce qu'il sait que ce qu'il fait ne va pas avec son cœur. Il n'est pas content, il n'est pas satisfait, il n'a pas une satisfaction interne, intérieure. Donc il n'est pas content. Ce qui fait que le lundi matin, il est malade. Le vendredi soir, il est guéri. Alors que normalement, il devait être requinqué après avoir passé quand même un week-end qui est une période de repos. Et chargé. Et préchargé comme une batterie pour commencer la Mais il est semaine. malade. On dit même qu'il est malade le lundi matin. Il est guéri le vendredi soir. Ah mais oui, c'est ça, se comprend le vendredi parce qu'on sait que on a réussi quand même à... Je vais me libérer de ce stress d'une semaine. Je vais me détendre un tout petit peu. Oui, mais pourquoi ne pas aller pour ce qui vous donne la joie? Même si, ok, lorsque quelqu'un dit aussi qu'il n'y a pas d'emploi, je pense que c'est irresponsable de dire qu'il n'y a pas d'emploi. Parce que vous attendez qui pour créer l'emploi pour vous? Ça veut dire que vous pouvez aussi créer l'emploi. Lorsqu'on dit qu'il y a le chômage, je pense que c'est un mythe. Le problème d'orientation se pose vraiment, peut-être, je prends juste un exemple sur ma propre personne. Oui, peut-être que je ne suis pas ou je n'ai pas toutes les aptitudes qu'il fallait pour ce métier, le journalisme. C'est juste un exemple que je prends et que je pourrais encore donner plus de rendement dans un autre secteur, mais je ne le sais pas. Exactement. Alors, comment aller découvrir ce talent qu'on a? Comment le chercher? Comment le susciter? Comment le réveiller? Merci beaucoup. C'est ça, le thème que nous sommes en train de développer, c'est un thème qui peut prendre toute une année. Donc, on va aller rapidement là. Oui. Qu'est-ce qui vous vient naturellement? Il y a des choses que vous faites, lorsque les autres le font, ils luttent, ils se débattent. Mais vous, ça vous vient naturellement. Je viens de finir un séminaire dans une université, je suis là. Quand je finis ici, je viens encore à une autre formation qui va durer toute la journée. Je m'amuse. Votre travail doit être un amusement. Tout simplement. Tout simplement. Donc, quand vous faites un travail et que tout le temps vous êtes stressé, vous réfléchissez beaucoup avant de trouver des solutions, c'est que vous êtes trompé d'orientation de chemin. J'ai l'habitude de dire, il y a quelque chose que vous savez, que vous pouvez faire que personne ne peut faire. Même si quelqu'un peut faire ce que vous pouvez faire, personne ne peut faire ce que vous pouvez de la façon dont vous pouvez le faire. Alors, pour notre jeunesse, pour qu'elle trouve de l'emploi, pour que les portes de l'emploi s'ouvrent à elle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se connaître. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, réellement dans votre vie? Est-ce que c'est vraiment un emploi? Ou bien vous êtes né pour l'art? Qu'est-ce que vous êtes né pour faire? Il y a des cordonniers qui sont dans des bureaux frustrés. Ils doivent être en train de fabriquer les chaussures pour nous. Ah non, ça, ils ne seront pas d'accord avec vous, M. Balogun, parce qu'ils se voient déjà dans un cadre un peu plus... Est-ce que c'est se voir ou bien être content, être en joie? Donc ça ramène à ça dit, c'est soi, quoi. C'est d'abord moi, mon bonheur intérieur, ce que je vis, comment je vis la chose. Exactement, nous sommes au-delà de 10 millions au Bénin. Et il n'y a personne qui ne me porte pas de chaussures chaque jour. Imaginez, c'est une industrie, c'est une opportunité. Donc, si le manuel vous vient facilement fabriquer, pourquoi pas ne pas se lancer dans ça? Il y a quelqu'un qui est en train de faire peut-être l'administration dans une université alors que c'est un couturier. Oui, tout le monde n'est pas né pour rester dans le bureau. Mais ce talent aussi se détecte très tôt, dès le bas âge. Ça se manifeste. Quand je prends le cas des pays un peu comme des continents, comme l'Asie et tout, c'est déjà dans le bas âge, vraiment très tôt,
que l'orientation elle est faite, hein. Oui. Mais ce n'est pas encore le cas chez nous, où on attend que tout soit cuit, où voilà, vous avez tout fini, on vous aura inculqué. Alors là, inculquer tous les cours, et c'est après qu'on se met à chercher. C'est pour ça que l'éducation ne devait pas vous donner quelque chose. L'éducation devait vous aider à trouver ce que vous avez. Le mot éducation, c'est le mot éduquer, qui veut dire sortir de l'homme ce qu'il a. Donc, comme vous l'avez dit, on vous donne, on vous surcharge avec les cours, mathématiques, tout ça, alors que ça n'a rien à faire avec ce que vous êtes. Donc, si l'éducation est ainsi, nous ne devons pas blâmer les gens. Moi, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Donc, je dois me connaître. Il y a deux jeunes hommes qui ont été limogés d'une entreprise. Et les deux ont commencé par chercher d'emploi. Ils ont cherché, fatigués, n'ont pas trouvé. L'autre, il s'est retiré. Il est allé dans son quartier. Comme il a des amis qui ne travaillent pas aussi, il est avec eux toute la journée. Le deuxième, il est allé dans une entreprise pour dire, je vais travailler avec vous de façon à titre volontaire. Ne me payez pas, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, ne nous demande pas de salaire. Il dit, non, il n'y a pas de problème, je vais travailler. Ça, c'est pour un autre point que je vais donner. Donc, il a commencé à travailler. Le premier est venu, le dernier est parti. Quelques mois plus tard, l'un des directeurs est parti. Ils avaient besoin de quelqu'un pour remplacer ce monsieur. Ils ont pris le jeune homme. C'est lui qu'ils ont pris pour remplacer le directeur. Donc, pour ceux qui sont à la maison et qui trouvent déjà leur profession de rêve, ou bien leur entreprise de rêve, et savent qu'ils sont faits pour là, allez donner votre service de façon volontaire. Dites, je veux servir. Acceptez de perdre les quelques mille, quelques dollars, les quelques euros, mais quitte à en amasser autant après. Et si vous donnez votre meilleur, si vous êtes un entrepreneur dans l'entreprise, ils vont vous embaucher. Si vous faites stage quelque part, on ne vous retient pas, vous n'avez pas vraiment contribué. Vous êtes sûr? Je suis très sûr. Parce que tous les stages qu'on fait, la société n'attend pas forcément à recruter du personnel. Il y a aussi ce problème qui se pose. Prenons un exemple, que vous êtes entrepreneur. Vous avez une entreprise d'environ 50 personnes. Une personne vient s'ajouter pour demande de stage, vous l'acceptez. Mais vous remarquez que il a quelque chose, oui. En 6 mois, il a contribué pour plus que... Je vais me battre pour lui trouver une place. J'ai la réponse à cette question, c'est bon maintenant. Je vais me battre pour lui trouver une place, ça c'est vrai. Soyez des intrapreneurs. Voilà. Quand vous travaillez dans une entreprise, donnez votre meilleur. Allez au-delà de ce qu'on vous demande. Ça, c'est un principe. Ne faites jamais ce qu'on vous demande. Allez toujours de là. Vous allez voir, vous allez vous trouver une place. Ça paye toujours, comme quoi? Ça paye toujours, ça paye toujours. Mais les gens sont paresseux et ils disent, c'est pas pour mon père après tout, je vais partir après tout. Ou quand on a une première expérience, une première chance de faire un stage quelque part, on pense qu'on n'a pas un œil quelque part qui nous regarde, mais il y a toujours quelqu'un caché quelque part qui vous suit de très près. Oui. Ça, c'est clair. Et quand vous êtes bon, votre travail fait votre publicité. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Alex Balogun. Je rappelle que vous êtes un coach en leadership de développement personnel. Merci d'être venu. Cette communication, on va la suivre avec vous. On ne va pas vous faire de la publicité gratuite, c'est clair. Mais moi, personnellement, j'ai bien envie d'y être. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers amis, c'était donc le dernier plateau de ce lundi. Chers amis, c'était donc le dernier plateau de ce lundi et on recevait monsieur Alex Balogun. Alors, on va revoir la météo et puis on reviendra pour la conclusion.
Alors, comme thème ce soir, nous avons parlé immatriculation des motos, utilité et processus d'obtention. C'était donc dans Autant Savoir. Nous avons parlé également de la promotion de l'entrepreneuriat agricole, les femmes qui se mobilisent. Et puis, nous avons eu aussi une rubrique sur l'accès à l'eau potable des populations, enfin au Bénin, justement, enjeux et défis. Et puis, tout à l'heure, c'était jeunesse et emploi, comment s'y prendre. Chers amis, si vous pensez avoir raté quelque chose ou vous avez envie de revivre cette émission, le grand rendez-vous de ce lundi 19 mars 2018, on vous donne rendez-vous sur le site www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis. On va se dire tout simplement à demain. Bonne soirée. Au revoir.